Moi, je m'appelle Marie Dubois, donc j'ai un peu deux métiers. Je suis dessinatrice de bande dessinée et de livres jeunesse et aussi monteuse vidéo pour des documentaires pour la télévision, des enquêtes, principalement avec des journalistes. Et du coup, il y a un peu comment dire, une communication entre ces deux métiers parce que la bande dessinée que j'ai faite emprunte aussi à l'enquête et au journalisme, autant qu'elle raconte une partie de mon expérience en tant qu'infertile. Je suis maman aujourd'hui, j'ai mis 7 ans à devenir maman et donc je raconte un peu mon parcours aussi. Donc ça, c'est une BD qui est sortie cet été, qui est assez courte, qui est 2 doubles pages. C'est dans la revue 21, qui est une excellente revue de journalisme aussi, et qui met toujours un peu à l'honneur comme ça la bande dessinée. Et c'est chez eux que j'ai publié. Donc là, en l'occurrence, c'était sur le rapport entre la conservation des ovocytes et le travail des femmes. En gros, en quoi la société a changé et qu'aujourd'hui, en fait, conserver ces ovocytes, ce serait une manière, pour le moment, la plus efficace de permettre de devenir mère lorsqu'on retarde ces projets de grossesse pour différentes raisons. En tout cas, la première cause d'infertilité aujourd'hui, ça reste l'âge, parce que les femmes font des enfants de plus en plus tard. Et j'essaye d'expliquer un peu en quoi, en fait, les femmes évoluent dans un monde, une société qui n'est pas adaptée à leur rythme biologique. Et à ça s'ajoutent bien sûr les discriminations au travail, que ce soit salarial au niveau du salaire ou même au niveau de la mise au banc un peu que peuvent subir certaines femmes lorsqu'elles annoncent qu'elles sont enceintes. Ou alors quand elles commencent à avoir entre 30 et 40 et qu'on leur demande si elles ont bientôt envie de pondre pour savoir si on leur propose un CDI ou pas. Enfin bon, bref, je fais un peu un tour de table là-dessus parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'est encore pas possible en France de conserver ces gamètes, pour les femmes en tout cas, sauf bien sûr cas exceptionnels, maladie ou autre. Et, euh, et voilà quoi. Donc ça, c'est une petite bande dessinée. Et c'est marrant, moi je vois Audrey à l'image en fait. Oui, ça dépend de ton, ça dépend de ton, Ça me perturbe. ça dépend de ton Mais je suis ordinateur. là, hein. Je suis là et j'écoute. Non, 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 moi, mais du on coup, te voit toi, moi tu es au centre de mon écran, donc tu vois. d'accord, d'accord, non, c'était pour ça. Mais ça, du coup, c'est pas mon expérience personnelle que je décris. Là, c'était une commande de la revue 21 qui savait que voilà, c'est un domaine qui m'intéressait et sur lequel j'avais pas mal enquêté aussi. Et du coup, là où vraiment j'ai raconté mon histoire, c'est sorti dans la revue 21 aussi, mais dans celui-ci, qu'on voit pas bien, là, à l'intérieur duquel, du coup, il y a une trentaine de pages avec, euh, avec mes bandes dessinées. Donc ça, c'est un peu mon style de dessin. Donc c'est plutôt, ça se veut plutôt drôle en fait. Parce que Ça raconte des choses graves avec humour, hein, c'est ça? ouais, il fallait pas plomber. Et en fait, au fur et à mesure de mon périple dans le monde de l'infertilité qui aura duré 7 ans, voilà, j'ai pris des notes parce que j'avais besoin, parce qu'il y avait tellement de situations absurdes et burlesques, je me disais mais c'est pas possible, faut que les gens, enfin les gens ne doivent pas se rendre compte. C'est plein de sigles, de termes scientifiques, on est paumé, enfin on se retrouve les quatre fers en l'air à vivre des expériences dans l'univers clos comme ça des cabinets de gynéco. Donc c'est vrai que ça sort pas beaucoup en fait. Les gens n'en parlent pas. Donc il y avait cette envie aussi. Mais la raison principale parce que je me disais, ah, je vais me replonger là-dedans.
écrire une BD, c'est aussi ressasser un peu. Enfin, faut arriver à. J'hésitais parfois quand même à me lancer. Et ce qui m'a vraiment en fait dit il faut faire cette BD, quoi. C'est cette phrase qu'on a toujours, qu'on reçoit toujours, c'est dans ta tête, détends-toi, tu fais peut-être un blocage inconscient, t'es trop stressé, enfin, tous les trucs habituels qui culpabilisent énormément parce qu'on finit par se dire, moi, j'ai peut-être un pet au casque, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, peut-être qu'effectivement, je ne veux pas être mère inconsciemment, je ne sais pas. Il y a ça, alors qu'on est déjà en train de lutter pour devenir mère, ça fait beaucoup, quoi. Et j'ai une amie, ça faisait à peine 4 mois qu'elle avait arrêté sa pilule. Elle était déjà à se faire culpabiliser par ses proches qui disaient mais tu as un travail très stressant aussi, c'est normal. Enfin, je trouvais qu'il y avait une vraie injustice et c'est devenu une colère et je me suis dit, surtout que dans mes recherches en plus, dans mon enquête, j'ai essayé de trouver ces fameuses études qui mettraient en avant le rapport entre le stress et l'infertilité. Et il n'en existe aucune, mais aucune, qui ne fait de lien entre le stress, parce qu'il y a le stress physique qui effectivement, lui, influe sur la fertilité. Ça va être plus lié à la fatigue ou quoi que ce soit. On cite souvent ces grandes marathoniennes qui n'ont plus leurs règles parce qu'elles sont dans un effort intense. Donc effectivement, quand il y a des violences subies par le corps physique, là, il y a un lien avec l'infertilité. Mais le stress mental, il n'y a absolument pas de lien avéré, en tout cas jusqu'à présent. Et les plus, enfin, beaucoup de spécialistes mettent même en avant le fait que voilà, il y a des femmes qui subissent des viols, toutes les femmes migrantes aussi qui marchent pendant des plombes dans des conditions horribles, qui arrivent à tomber enceinte. Enfin, il y a vraiment des choses qui mettent aussi en avant que c'est un mythe populaire, que c'est un truc moderne en fait, où on veut tout psychologiser et où on culpabilise encore une fois de plus les femmes parce qu'on ne dit pas souvent quand même à un homme c'est dans ta tête, détends-toi. Ça reste quand même encore assez tourné vers les femmes qu'on traitait d'hystériques avant. Hystérique, c'est l'utérus, hein, c'est toujours pareil. Donc il y a toujours en tout cas une démarche assez féministe dans mon travail, effectivement. Et donc là, j'avais sorti 30 pages, j'ai eu pas mal de retours qui faisaient plaisir parce que je sentais que voilà, ça faisait écho et que ça déculpabilisait les nanas et les mecs qui m'ont écrit. Et aussi que, vu que c'est drôle comme bande dessinée aussi, et très informative, il y a pas mal qui ont refilé la BD à des proches pour leur dire, ben voilà, c'est ça que je vis moi en ce moment, parce qu'elle n'arrive pas à trouver les mots, donc elle se sert de ça pour essayer de te transmettre son expérience. Et même à l'intérieur d'un couple, hein, il y en a qui m'ont dit, c'est mon mec qui a lu la BD et qui m'a dit, ah, je comprends mieux ce que tu vis, alors que voilà, ils sont dans une intimité de couple, donc ça prouve bien qu'il est difficile d'arriver à retranscrire. On disait tout à l'heure, effectivement, c'est les femmes qui subissent le plus les traitements quand même. Même quand c'est l'homme qui peut avoir des soucis de fertilité. D'ailleurs, la stimulation hormonale est portée par la femme. Et donc, arriver comme ça à ne pas rester chacun dans sa souffrance, et c'est ça aussi le but, quoi. Et du coup, la revue 21 et Masso Édition, qui est un petit éditeur assez génial, face justement à ces gens qui appréciaient la BD et tout, et eux avaient beaucoup apprécié aussi, m'ont proposé d'en faire un album. Donc là, je viens juste de le terminer. Ces 6 derniers mois de confinement, moi, je n'ai pas trop vu la différence, à vrai dire, j'étais derrière ma tablette graphique. Et il sortira en février ou à peu près, je pense. On ne sait pas encore trop avec le confinement, mais bref. Donc, un album de Je veux un bébé, c'est ça? Ça s'appelle Un bébé si je peux. Un bébé si je peux.
Et du coup, c'est ça, ça fait un petit tour de table. Du coup, je ne parle pas que de moi, j'essaye de voir aussi pour tous les types d'infertilité. Il y a aussi en fait un autre truc qui était très important et que je voulais, c'était arriver à mettre en relation tous les éléments qu'on a, à savoir la chute du nombre de spermatozoïdes de moitié en moins de 50 ans, c'est-à-dire que je parle des perturbateurs endocriniens et de leur rôle aussi qu'on n'énonce pas souvent, mais moi, ma pathologie, clairement, c'est quelque chose qui en tout cas, tous les spécialistes le disent en lien avec les perturbateurs endocriniens. Je suis au PK, j'ai les ovaires polykystiques. Et ce qui veut dire qu'en gros, mes follicules essayent tous de grossir d'un coup et il n'y en a aucun qui arrive à maturation, donc je n'ovule pas ou alors le follicule n'est pas assez mature en sortant. Donc c'est un dérèglement hormonal assez commun au final et qui s'est accentué ces dernières années aussi. Donc c'était aussi pour pas que chacun reste dans son coin en se disant ah, j'ai un petit problème honteux, etc. Ça devient un phénomène de société en fait. Il faut que les gens aussi se déculpabilisent et puissent du coup se mettre ensemble pour se dire on est aussi victime d'une... c'est un petit scandale sanitaire quand même qui ne porte pas son nom et comme c'est tabou et que c'est lié à la sexualité et que c'est lié à quelque chose d'encore plus profond qui est de donner la vie et de transmettre, etc. Ça fait peur, quoi. Ça fait très peur l'infertilité hein, quand même aussi un peu comme le cancer ou quoi que ce soit, il y a ce truc de rester chez soi parce on culpabilise, on est un peu honteux peut-être. Et là, de savoir que ça peut être lié à quelque chose d'extérieur et qu'il y a de plus en plus de gens concernés, ça permet aussi de réfléchir différemment à sa condition et à mon... Voilà, quoi. En tout cas, c'était ça. Tout va vers ce truc de se déculpabiliser et tout en se marrant un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de blagues. Voilà, quoi. Ah oui, oui, oui. Bon, bah merci. Je vais mettre ma veste, j'ai froid. On finit le tour de table avec Marion et puis après on pose les questions et on discute. Oui, bonsoir Alors, tout le monde. Marion, je partage mon écran. Je ferme le tour. Donc, je suis Marion Sadat, j'ai 33 ans, je suis auteure et illustratrice. Et je suis ici ce soir pour parler du kit de survie à la PMA que vous voyez juste là. Donc, pour le coup, le kit de survie à la PMA, c'est un guide illustré, pédagogique et humoristique. Je rejoins ce qu'a dit Marie parce que moi, je crois que la PMA, c'est assez relou, hein, si on peut parler comme ça. Donc, c'est un peu sympa de pouvoir en rire de temps en temps. Et j'ai pris le parti d'écrire un livre qui nous fait sourire et qui nous fait rire. Donc, je vais essayer de montrer quelques petits extraits déjà pour qu'on puisse se rendre compte de ce que c'est. Donc, j'insiste bien sur le fait que c'est un guide illustré et pas une BD parce qu'il y a quand même du contenu scientifique dedans et il faut pouvoir l'expliquer, le lire. Donc, pas de bulle, pas de case, mais hop, j'en vois, ça marche, je crois. Et voilà, donc ça, c'est le début du kit. Donc, on a fait un kit qui, normalement, doit s'adresser à toutes les personnes qui sont en PMA. Donc là, c'est un extrait que je montre, mais on parle aussi aux mamans solo, on parle aussi aux couples homosexuels, parce que, on veut tous être parents, quoi. Et on est tous dans le même combat. Donc voilà, comment se présenter un petit peu le kit. On a essayé j'ai essayé de jongler entre du vrai contenu et un visuel un peu sympa, quoi, un peu funky. Alors juste, je rends l'écran et je reviens à moi. Voilà. Donc du coup, je suis super contente parce que c'est un kit qui a été revu par des médecins, qui a eu des super préfaces. Donc je me permets de remercier Virginie qui l'a préfacé aussi, qui a donné un conseil avisé aux parents qui se lancent, aux futurs parents qui se lancent dans le parcours PMA. Donc, merci beaucoup. On a aussi des noms tels que René Friedman qui a donné un conseil aux lecteurs. Moi, j'en reviens pas qu'on ait eu autant de soutien et de retours positifs. Alors, je dis on parce que j'ai fait ce kit en partenariat avec
Dimitri de FIV.fr. C'est lui en fait qui m'a proposé de réaliser ce livre parce que l'histoire est partie de mon compte Instagram PM Maman, sur lequel je raconte ma propre histoire en PMA avec mon mari. On est en PMA depuis 5 ans. Nous n'avons pas fini notre parcours, donc on n'est pas fini. Et donc voilà. J'ai un parcours un peu atypique parce qu'au départ, je ne suis pas du tout illustratrice. Je fais ça en autodidacte. J'ai été maîtresse d'école pendant 8 ans. Et je me suis rendu compte que quand on arrivait devant le bureau du gynécologue, on nous explique des tas de choses, on nous balance plein d'infos et souvent, on n'a pas le temps d'assimiler, le temps de comprendre ce qui nous arrive, déjà parce que c'est super violent et aussi parce qu'on a plein de termes d'examens trop bizarres à faire et je voulais absolument qu'on puisse souffler, se poser et avoir un document qui explique ça. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec mon mari. On a réfléchi, on s'est posé, on a essayé de comprendre ce qui nous arrivait. Et moi, j'ai eu besoin d'extérioriser en mettant en image notre parcours. Et je me suis dit, si moi j'ai besoin de faire des recherches sur l'hystérosalpingographie, par exemple, peut-être que d'autres personnes ne savent pas du tout ce que c'est, ne savent pas du tout ce qu'on ressent quand on vit ça et aimeraient bien avoir au moins un témoignage. Et c'est là que je me suis mise à faire des petites vignettes, des petites bandes dessinées toujours humoristiques parce que flûte, hein. L'hystérosalpingographie, pour celles qui l'ont vécu, on rigole pas trop. donc je me suis dit, c'est un peu cool de pouvoir en parler différemment. Et Dimitri de FIV.fr a bien aimé mon approche et m'a dit, dis donc, et si on faisait un guide qui expliquait aux couples ce qu'ils vont vivre et qui les fasse rire et qui les fasse sourire. Alors moi, pour le coup, c'est comme Marie, le confinement, je ne l'ai pas du tout vu. J'ai travaillé comme une malade pendant tout ce temps parce que tout ça, ça a commencé au mois d'avril et le kit est sorti là en septembre. Donc je suis rincée, mais je suis hyper heureuse de ce que ça a donné et puis je suis encore plus heureuse de voir l'accueil qu'il reçoit depuis sa sortie parce que les gens sont géniaux. J'ai une petite communauté là qui s'est créée qui est vraiment super. Et je reçois plein de messages privés qui me remercient. Alors moi, ok, avec plaisir, je suis super contente si vous avez pu mieux comprendre ce que vous vivez et puis rire, quoi, parce que rire, c'est vraiment ce que je veux apporter aux gens. Donc voilà, donc écoutez, je suis là pour répondre à vos questions. Super, merci beaucoup pour toutes vos présentations. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des supports différents et des approches différentes pour des publics différents. Et ça, je trouve que ça montre que voilà, on élargit le plus possible le cercle et ça, pour moi, c'est hyper important. Alors, on va passer tout de suite aux questions. Alors, Mélanie, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, il y a une question pour Audrey. Audrey, est-ce un choix d'avoir opté pour un don de sperme anonyme? Aviez-vous envisagé le don non anonyme? Je dois moi-même faire ce choix et j'ai du mal à me faire une idée. Merci beaucoup, Marie. Alors, je vais essayer de répondre de façon concise. Moi, en fait, mon parcours PMA, il a commencé il y a longtemps. Il a commencé en 2014 avec une vitrification d'ovocytes. À l'époque, personne ne parlait de vitrification d'ovocytes. 2014, c'était hier, mais en même temps, c'était il y a très longtemps au niveau de la PMA. Et à l'époque, moi, je ne connaissais que l'Espagne qui permettait de vitrifier ses propres ovocytes. Naturellement, je me suis dirigée vers Barcelone. Il se trouve que j'y allais régulièrement pour des raisons professionnelles. Donc, une fois que j'ai décidé d'avoir un enfant en solo, je suis retournée à Barcelone puisque j'avais déjà mes ovocytes qui étaient vitrifiés là-bas. Donc, pour répondre à la personne qui pose cette question, je ne me suis pas posé la question de l'anonymat ou non du donneur, puisque en Espagne, la loi est très claire, c'est anonyme. Donc, de toute façon, je n'avais pas le choix. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais? Alors, c'est très difficile parce que cette question, elle est... Moi, je vais répondre avec mon cœur et de façon extrêmement honnête, mais je ne détiens pas du tout la bonne réponse. Je réponds ce que moi, je pense.
Euh, Moi, personnellement, le fait de ne pas connaître les donneurs qui ont permis donc, la naissance de ma fille, ça ne me dérange pas. Et je crois même qu'au fond de moi, ça m'arrange. C'est-à-dire que comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas de... Je ne cherche pas sur Facebook ou sur Google ou sur LinkedIn qui sont les donneurs. Voilà, je ne sais pas qui c'est, donc comme ça, c'est très clair. En revanche, j'ai des caractéristiques physiques et de personnalité. Bon, voilà, qui sont honnêtement assez banales. Hein. C'est-à-dire que le donneur adore la musique et le sport, bon, d'accord. Et la donneuse, elle aime bien tout ce qui est bien ordonné. Bon, ok. Et j'ai quelques caractéristiques physiques. Bon, voilà. Après, est-ce que ma fille voudra connaître ses donneurs? Ça, je pense qu'elle sera curieuse. Ça, j'en suis à peu près sûre. Et je trouverais ça d'ailleurs tout à fait normal. Moi, j'ai l'intention de lui dire tout à fait la vérité. Euh, et, euh, et pour autant, en Espagne, on sait elle n'aura pas accès à ces données. Moi, je crois beaucoup aux tests ADN récréatifs, c'est-à-dire MyHeritage, 23andMe, etc. Aujourd'hui, ça coûte 60 euros. Je pense que demain, ça coûtera 15 euros. Et je pense que tout le monde fera plus ou moins des tests ADN de salive. J'en suis à peu près sûre. Je pense que même quand on a, entre guillemets, un papa et une maman bien identifiés, on a envie de savoir d'où on vient, si on vient, je dis n'importe quoi, des Perses, des Vikings. Enfin bon, bref, je pense qu'on est toujours un peu curieux par rapport à ses origines. Euh, donc, je pense que ma fille voudra savoir, comme plein de gens, est-ce qu'elle retrouvera ses donneurs? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle retrouvera des demi-frères et sœurs ou des frères et sœurs ou des enfin, biologiques, je veux dire génétiques, ou des demi-cousins ou je ne sais quoi? C'est fort probable. Et moi, je crois beaucoup au Facebook de la génétique dans une génération. Je pense que les gens il y aura quelque part un maillage qui sera fait comme ça. Est-ce que les gens se rencontreront pour de vrai? Je ne suis pas sûre. Je pense que les gens potentiellement se rencontreront juste virtuellement, ne serait-ce que pour savoir s'ils ressemblent à leur demi-frère, leur demi-sœur, enfin, leur demi-cousin, leur donneur. Voilà, voilà le fond de ma pensée. Ça dépasse un peu la question qui était posée, mais je pense que c'est une réponse. Enfin, en tout cas, moi, c'est une question que sur laquelle je me suis beaucoup interrogée, bien évidemment. Hein. Surtout que moi, j'ai 2 donneurs, donc évidemment, c'est une question qui est fondamentale de savoir est-ce que ce sont des gens bien. Et puis après, il y a des questions moins nobles hein, qu'on se pose. C'est quelle tête va avoir mon enfant? Est-ce que mon enfant va être joli? Est-ce qu'il va être affreux? Enfin, je veux dire, il faut dire les choses. Hein. On se pose cette question quand il y a un tiers d'honneur. Hein. C'est évident. Donc, bon, voilà. Parce qu'on se la pose tout le temps, même quand il n'y a pas de, même quand il n'y a pas de tiers d'honneur. Ouais, Je pense que tous les parents de la Terre se disent oh mon Dieu! Oui, mais quand il n'y a pas de tiers d'honneur, a priori, on sait qu'il doit ressembler Oui. soit. Bon, bref. Et parfois, d'ailleurs, en plus, c'est même pas le cas. Hein. Mais bon, quand il y a un tiers d'honneur, c'est vraiment la grande surprise. Quand il y en a 2, c'est encore plus la grande surprise. Ceux qui se connectent à mon compte Instagram pourront vérifier que pour moi, la surprise a été extraordinaire. Voilà. Bon, merci. Est-ce qu'il y a une autre question, Mélanie? Alors là, c'est pas réellement une question, mais témoignage galère jusqu'en 1981, nos résultats d'analyse ne correspondaient pas aux critères de la PMA. Et en 1982 naissait la première bébé éprouvette et mon fils. Alors moi, Sylvain, tu as vu qu'il y avait des questions pour toi dans la conversation. Alors, il faut plutôt poser les questions dans les Q et R. Et j'en ai un peu des 2 côtés. Hein. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a J'ai quelqu'un vu qui te demandait. Ouais, si la personne que tu avais annoncé, Sylvain, être enceinte une 2e fois, si c'était par PMA ou naturellement. Alors, c'est naturellement. Après, en fait, ce qui s'est passé, pour vous raconter, c'est que après la naissance de Ruben, donc là on parle de Marie et Felipe, Marie voulait faire un don et donc elle a fait tous les examens nécessaires et ça lui a finalement été refusé. Ce qui s'est passé après, c'est que elle est tombée enceinte naturellement et malheureusement, elle a fait une fausse couche
alors je ne sais plus à quel moment, mais au début de sa grossesse. Et pour le coup, ils se sont dit, ça a fonctionné une fois, c'était pas entre guillemets prévu. Et puis, le hasard, d'ailleurs, ça a été le cas pour ma compagne et moi. Je pense qu'il y a quand même des choses dans les cursus PMA qu'on ne peut pas expliquer. Et puis, elle est de nouveau retombée enceinte naturellement. Et là, le terme est pour le 24 décembre. Alors moi, j'ai une question pour Nicolas, parce qu'en fait, là, on a des gens qui écrivent beaucoup. On a 4 femmes qui écrivent ou qui dessinent et qui écrivent. Et je trouve que le théâtre, c'est encore une autre démarche, parce qu'il y a un travail d'écriture. Et puis après, il y a le travail de la mise en scène, d'être sur la scène et de jouer quelque chose voilà, qui en même temps te touche, puisque, comme tu disais au début, tu as été toi-même aussi concerné par les problématiques d'infertilité. Est-ce qu'il y a un effet pour toi, un effet cathartique, c'est-à-dire il y a quelque chose que tu règles ou que tu dépasses ou que tu présentes, je ne sais pas quel terme il faut mettre là-dedans, en jouant sur scène un spectacle qui parle d'ALP? Oui, alors cathartique, je ne sais pas. Cathartique, c'est la question que je me pose encore justement. Chaque fois que j'y vais, chaque fois que je suis sur scène et tout ça, je me pose en partie la question, c'est est-ce que c'est cathartique ou au contraire, est-ce que c'est difficile parfois, certains sujets, certaines choses. Donc, oui, c'est une autre approche. C'est sûr qu'il y a une écriture, une coécriture. Après, on est censé, en tant que comédien, vivre aussi les émotions du personnage. Donc, ce qui arrive aussi quand on écrit, de toute façon. Mais là, de le rejouer toutes les semaines et tout ça, oui, c'est se remettre dedans à chaque fois. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse encore, honnêtement, justement. C'est une question que je me pose encore. Est-ce que c'est cathartique ou pas Alors là, il y a une question de la part de Créons un bébé pour Marion. Nous sommes dans l'attente de notre prise en charge PMA. Notre bilan montre un souci au niveau de mon homme. Ses osios sont fatigués d'avance. Nous attendons de savoir si on aura le droit de tester une ISC avant une FIV ou non. Avez-vous des conseils pour pouvoir attendre sans perdre espoir? Si nous devons aller en FIV directement, il faudra qu'on patiente encore à cause du Covid. L'attente est plus qu'insoutenable. J'attends de recevoir mon kit. Il a été commandé aujourd'hui. Je suis persuadée qu'il m'aidera à patienter. Merci à vous tous. Merci pour ce visio. Merci pour tout. Sarah de Créer un bébé. Merci beaucoup pour cette question et merci beaucoup pour le kit. Alors, je suis désolée, je n'ai pas du tout de recette miracle pour attendre. Moi-même, je suis désespérée d'attendre plein de choses aussi. Donc, voilà. Je pense que Marion n'est pas médecin. Non, voilà, je ne peux pas trop aider. Mais je pense que Netflix, c'est sympa, des fois. Et sinon, vivre normalement, quoi. Mais je pense que les supports, que ce soit des livres, même pour d'autres problématiques en dehors de la PMA, l'écriture et le livre accompagnent les gens. Ça peut ça peut les aider à patienter. Déjà, de voir ce qui les attend, éventuellement, s'ils ne savent pas vers quelle méthode on va les orienter, mais pour lutter contre cette attente qu'on a tout le temps en PMA, il n'y a pas de mystère, quoi. Il faut attendre. Moi, j'ai une autre question pour Florence. Oui. Tu disais au début que justement, tu as commencé à écrire pour toi. Oui. Et comment est-ce qu'on passe d'une écriture pour soi à une écriture qu'on va proposer ou offrir à tout le monde? Est-ce que c'est simple? Est-ce que on s'inquiète? Ou est-ce que voilà, s'il y a quelque chose qui se dépasse à un moment donné et puis Alors, en fait, il y a une étape intermédiaire, c'est-à-dire au début, en effet, cathartique que tu posais tout à l'heure à Nicolas, moi, je l'ai eu vraiment pour moi, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à dormir, cette attente était vraiment insoutenable. Et c'est en écrivant que ça m'a vraiment fait du bien. C'était ma thérapie. J'ai beaucoup plus avancé en écrivant, ça m'a fait plus de bien, on va dire, que tous les petits que j'ai pu rencontrer. Voilà, parce que je me suis aussi fait accompagner, c'est pas évident, comme vous le savez, de traverser tout ça. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, en fait, ça m'est venu naturellement de parler à mon futur enfant. En fait, j'ai eu besoin de créer, comme les enfants ont parfois besoin quand ils sont seuls, de créer un personnage imaginaire
j'ai besoin d'imaginer mon enfant. En fait, c'était comme un journal intime, enfin, plutôt une longue lettre que je lui adressais à chaque fois. Donc, en fait, d'écrire pour moi, ça en est venu à écrire pour mon enfant. Après, je me suis dit que je finisse mes écrits parce que je suis sûre qu'un jour, il va être là pour les lire. Donc, ça m'a donné encore plus la force d'avancer. Et quand ma fille enfin était là, je me suis dit, je vais le finir. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux en faire de ça? Et en fait, c'est venu d'amis à moi, de proches à moi qui ont traversé ça, qui m'ont dit, non mais là, faut que tu publies. Et vu que parallèlement à ce désir de procréer, enfin, d'avoir un enfant, ça a aussi nourri ma reconversion professionnelle dans l'illustration, parce que je me suis lancée en tant qu'auteure et illustratrice jeunesse aussi en parallèle. Je me suis dit, bon, ben voilà, mon objectif était aussi la publication pour des livres jeunesse. Je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas essayer de publier. D'abord, il y a eu un gros travail d'écriture, de réécriture, c'est-à-dire entre ce que j'ai livré moi et ce que va comprendre la personne. Donc, j'ai revu pas mal de choses au niveau du texte. Et puis, un gros questionnement, est-ce que j'ai envie de me dévoiler à ce point, puisque l'infertilité, c'est pas que soi, enfin, ça implique aussi mon enfant, ça implique aussi mon couple, mon intimité, voilà. Et donc, j'ai eu toute cette réflexion, voilà, et finalement, quand j'ai eu un éditeur qui m'a de suite eu un coup de cœur, qui m'a dit, bon, ben, on va retravailler certains passages, on va restructurer certaines données, certaines informations peut-être sont plus de l'ordre intime, il y a des petites choses que j'ai retirées qui n'apportaient pas grand-chose. Et surtout, j'ai voulu apporter de la documentation qui, moi, m'a énormément manqué quand j'étais dans ce parcours. Donc, il y a beaucoup de notes de bas de page voilà, qui permettent d'apporter de l'information en plus. Par exemple, je rebondis sur la question qu'on a posée à Marion tout à l'heure. Attendre, c'est insupportable, mais il y a aussi des choses qui existent. Il y a des associations comme BAP, comme BAMP, comme la vôtre. Il y a des forums de discussion, il y a d'autres types d'associations. C'est des choses-là comme ça que j'ai voulu nourrir en fait mes récits. Donc, il y a beaucoup d'informations aussi utiles voilà, pour les personnes qui sont dans cette attente-là et surtout beaucoup d'espoir à communiquer. Super, merci. Pleine de lumière, non ? Alors, on a une question de Céline pour Audrey. Financièrement, tout a été à ta charge. Ah oui. Oui. Ah oui, non. En tant que célibataire, moi j'ai payé et tout. Alors après, pour être un peu plus précise, j'ai tout ce qui était fait à l'étranger, bien sûr, j'ai payé. En plus, comme j'y suis retournée beaucoup de fois, ça m'a coûté très cher. Donc, ça pose un vrai sujet de filtre par l'argent. Hein. Enfin, pareil, il faut dire les choses. Hein. Moi, je suis ultra favorable à la PMA pour toutes parce que j'estime qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui, comme moi, est obligé d'y aller énormément à Barcelone, entre les frais médicaux, les frais d'avion, les frais d'hôtel, les frais de restauration, enfin, ça devient vite un énorme budget, en fait. Et puis, en revanche, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'avais d'abord mon gynécologue de ville qui a accepté de me suivre, donc de me faire, de traduire des ordonnances espagnoles en français pour que je puisse acheter les hormones à la pharmacie en France. Et donc, c'était pris en charge et par la Sécu et par ma mutuelle. Et c'est là où l'hypocrisie française arrive, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de femmes. Hein. Je crois qu'il y a entre 10 et 15 000 femmes qui passent la frontière tous les ans pour essayer, en tout cas, d'avoir un enfant en Espagne. Et elles achètent bien leurs hormones quelque part. Hein. Donc, il y a forcément des gynécos qui les aident, et heureusement d'ailleurs. Mais je pense que généralement, elles arrivent à se faire rembourser par leur sécu et leur mutuelle, par la sécu et leur mutuelle. Donc voilà, donc pour répondre de façon totalement transparente, oui, ça m'a coûté très cher parce que j'y suis beaucoup allée. Après, ça aurait pu marcher du premier coup, mais ça n'a pas été mon cas, malheureusement. Et heureusement, j'ai donc mon gynéco qui m'a permis quand même de ne pas tout payer en France. Merci. Est-ce que tu veux lancer une question que tu avais, Virginie, ou je continue sur les questions des spectateurs? Non, je voulais juste redire aussi à Sylvain, je ne sais pas s'il avait vu, mais il y a quelqu'un qui, au tout début, là, quand tu faisais ta présentation, disait qu'il y avait trop d'émotions qui se dégageaient de tes photos. C'est gentil. La première série. Merci.
J'ai pas regardé les questions avec mes problèmes d'électricité là. T'inquiète, je m'en occupe. Donc là, c'est pas réellement une question, mais c'est une personne qui dit donc super, merci pour la visio, c'est extrêmement intéressant. Juste pour info, pour répondre à la question de comment vivre cette entente insoutenable, pour ma part, le site PMA Mon Arbre pour la vie m'a également beaucoup aidé. Il a notamment des séances de méditation proposées sur le thème de la PMA. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui... Alors, je ne sais pas si c'est une question, j'ai pas le temps, j'ai le droit. Moi, j'ai une question pour tout le monde, enfin, pour les 4 dames là, qui écrivent, et puis même aussi Nicolas, oui. Je me demandais, il y a déjà des gens qui ont écrit sur la PMA, des livres, il y en a plein, j'en ai plein là-haut. Et je me demandais qu'est-ce que vous apportez en plus par rapport à ce qui a déjà été écrit? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est une proposition créative ou un sujet? Je sais pas qui veut répondre, mais... Parce que voilà, on pourrait dire il y a déjà des gens qui ont écrit sur la PMA, sur la PMA même en solo, mais vous avez quand même eu envie d'écrire votre livre, votre manière de voir le sujet. Oh. Alors, je veux bien commencer à répondre. Alors moi, je sais qu'il y a déjà des ouvrages effectivement qui ont été rédigés, notamment sur la PMA en solo. Je les ai pas tous lus, j'en ai lu, je crois, un seul. Moi, ce que je voulais apporter, c'était vraiment une histoire. En fait, pour moi, ça n'a pas été seulement une histoire médicale. Hein. C'est-à-dire que ça ne se résume pas à un parcours médical. C'est un parcours, sentimental, c'est un parcours sociétal. J'ai pas du tout écrit sur la façon dont ça se déroulait pour moi au niveau professionnel dans ce cadre, mais je trouvais que ça méritait d'être soulevé et je suis bien contente que Marie ait soulevé cette question tout à l'heure parce que je pense que c'est un gros sujet. Moi, je ne l'ai pas du tout abordé dans mon livre, mais exprès, parce qu'on ne peut pas parler de tout non plus, mais bon, voilà. Mais je pense que c'est un vrai sujet pour les femmes. Et évidemment, c'est un parcours médical. Et en fait, moi, je voulais vraiment raconter avec le plus d'honnêteté possible ce qui a été mon parcours, mais vu les centaines et les centaines de messages que j'ai reçus de femmes via les réseaux sociaux, je pense qu'en fait, il y en a beaucoup qui se sont reconnus et je ne connais pas leur histoire, et d'ailleurs, ça ne me regarde pas, mais voilà, en fait, c'est juste un parcours d'une personne qui se sépare, et puis après qui rencontre d'autres gens, enfin d'autres hommes, et puis qui se reséparent. Et puis là, il se trouve que moi j'avais 40 ans, donc il devenait vraiment trop tard pour envisager de rencontrer à nouveau quelqu'un. Enfin, voilà, et donc en fait, je pense que moi je voulais vraiment humaniser le sujet et non pas seulement le rendre clinique, parce qu'en fait, très souvent quand on évoque la PMA dans des discussions avec des amis, tout de suite les gens voient la blouse blanche, les seringues, les hormones, etc. Et c'est très vite déshumanisé. Et en fait, moi j'ai trouvé que ça avait été, enfin voilà, moi ce parcours il m'a aussi permis de me découvrir d'une façon incroyable, de découvrir ma force, de découvrir mon rapport aux autres, mais mon rapport aux hommes, mon rapport à l'amitié aussi. Enfin voilà, ça a changé ma vie, il y a un avant et un après. Et c'est vraiment pour ça que je voulais écrire ce livre. Et comme 2 personnes qui ont tout à l'heure... Enfin, je crois que c'est Marion qui a dit qu'elle était maîtresse d'école avant et que maintenant elle allait être illustratrice. Voilà, moi j'ai aussi l'intention de probablement revoir ma vie professionnelle. Donc comme quoi, je pense que c'est pas seulement un parcours médical. Je pense que c'est quelque chose qui change vraiment l'état d'esprit. Et c'est ça que je voulais montrer en fait. Et puis je voulais aussi montrer la force des femmes. Je pense que les femmes sont extrêmement fortes. On a une résilience. C'est pas du tout pour nous faire mousser. Hein. Les hommes ont plein d'autres qualités. Moi, j'adore les hommes. Je les déteste pas du tout. Enfin, au contraire, je les aime tellement que je suis trop sympa avec eux. Mais je pense que nous, on a une résilience et notamment une résilience physique qui est incroyable. Moi, c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas avant de démarrer ce parcours. Et alors, la grossesse m'a encore plus démontré tout ça. Donc voilà, moi je suis super contente d'avoir écrit aussi ce livre et
Et accessoirement, je suis super contente d'être une femme, même si c'est parfois hyper galère. Voilà. C'est très positif comme message. Est-ce que quelqu'un d'autre, Marie ou Laurent ou moi? Levez la main, comme à l'école. Moi, je veux bien aller. Ah, vas-y, pareil. Bah, moi, du coup, je suis assez contente parce que j'ai réussi à faire un guide illustré qui est quand même complet parce qu'il a été revu par des gynécologues. Donc, on a un contenu médical qui est vrai et qui est à la fois humoristique. Hein, je sais que je l'ai dit 36 fois, mais qu'est-ce qu'on se poile et puis bienveillant, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, c'est assez déshumanisant d'être en PMA. On parle de la force des femmes, mais c'est vrai que combien de fois on se retrouve les pieds dans les étriers à attendre que ça se passe. Hein. Et donc voilà, j'ai essayé moi en tout cas d'apporter ma touche de bienveillance, d'humour, tout en étant sur du concret, sur les vraies choses qu'on vit, mais en les tordant, en les rendant plus fun. Et le truc qui m'a le plus amusé, je pense que ça a été de faire parler les spermatozoïdes et les ovules, pardon. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'ai eu envie de vraiment tordre la PMA pour avoir une vision qu'on n'a pas du tout, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Okay. Je peux enchaîner éventuellement. Vas-y, vas-y. Du coup, je rebondis un petit peu sur ce que disait Audrey, effectivement, sur le côté de la société qui est quand même, c'est-à-dire une partie importante en tant qu'infertile. Il y a le côté très intime et puis il y a la confrontation à l'autre. Comment garder ses amitiés quand toutes tes copines tombent enceintes et que on est rapidement un peu ostracisé quand même d'une manière ou d'une autre parce que soi-même, on ne va pas vouloir aller à la maternité pour voir le petit ou les anniversaires ou petit à petit, on se retrouve un peu isolé aussi. Donc, il y a toujours ce truc-là avec le rapport à la société, que ce soit ça ou que ce soit le rapport au travail, etc. Et donc, moi, la différence que je voulais en tout cas amener avec mon récit et mon enquête, c'était d'arriver à faire des allers-retours entre le micro et le macro, c'est-à-dire le côté mon témoignage personnel et qui est mis un peu en mode burlesque et en mode qu'est-ce que c'est la PMA pour ceux qui ne savent pas, on va dire ça, quoi. Et à chaque fois faire des allers-retours parce que moi, ça m'a vachement manqué dans mon parcours de ce recul. On a l'impression qu'il y a plein d'infos, mais on n'a jamais le tableau général, c'est-à-dire ne serait-ce que dans les différents pays, comment ça se passe, quelles sont les différentes cultures, comment on gère l'infertilité, le côté un peu historique aussi, de voir... moi, j'ai un côté très science et vie junior, on va dire ça comme ça, et de voir que les premières sculptures préhistoriques, ce sont ces petites Vénus, donc c'était déjà la maternité, donc c'est un truc qui de toute manière est quelque chose d'extrêmement puissant chez les gens. C'est pour ça que l'infertilité effraie autant aussi, c'est parce que c'est une angoisse qu'ont pas mal de personnes. L'être humain qui est censé se reproduire, transmettre, etc. Et j'essaye à chaque fois de faire ces allers-retours. Quand je parlais, il y a quand même un problème d'infertilité à un niveau mondial maintenant. En fait, tous les pays, rien que la Chine, par exemple, qui a eu la politique de l'enfant unique pendant des années, etc., a fait un 180 parce que sa population est extrêmement vieillissante, l'infertilité est très forte là-bas aussi, notamment à cause de la pollution. Et du coup, là, ils commencent au contraire à faire plein de plans pour inciter leurs femmes à procréer, quitte à même là inventer un impôt pour celles qui n'auraient pas de deuxième enfant, pour les inciter. Enfin, donc, on est passé de on vous force à avorter à un truc pro machin. Et du coup, c'est plein de trucs comme ça qui donnent à réfléchir et qui donnent du recul, et chose que je ne retrouvais pas dans la littérature Il y a énormément de trucs très bien, mais c'est là où je me suis dit que moi, j'aimerais ce genre d'ouvrage. J'aurais aimé lire ce genre de bande dessinée, c'est-à-dire à la fois drôle et en même temps où j'apprenais plein de trucs et où je voyais un peu,
pas que ma personne, mais tout l'ensemble de qu'est-ce que c'est l'infertilité à un sens beaucoup plus général. Voilà. Super. Nous, au niveau de l'association, ça fait un petit moment qu'on a le projet de faire des propositions dans les salles d'attente de lecture. C'est-à-dire de pouvoir, au lieu d'avoir des magazines là, mais de proposer des petits fascicules où les gens vont pouvoir avoir regroupé sur un même document tous les livres intéressants qui parlent d'AMP, des témoignages, des bandes dessinées, tout ça. Et ça fait plusieurs années qu'on essaye de mettre cette chose-là en place et on aimerait vraiment réussir à le mettre en route parce qu'on se dit que voilà, l'espace de la salle d'attente, c'est vraiment un moment où les gens regardent leurs chaussures et tout le monde se dit mais qu'est-ce que je fous là et, euh, et là, ça pourrait un temps où on pourrait recevoir ces informations-là et se dire ah bah tiens, je vais pouvoir lire tel ou tel livre et je vais apprendre des choses ou je vais découvrir quelque chose. Et on aimerait vraiment... Dans les salles d'attente à cause du Covid, les papiers et compagnie. Oui. Ah, j'avais oublié le Covid. On fait des affiches, on peut faire des affiches. Mais même les affiches, on ne peut pas. Ouais. On a voulu mettre des affiches pour la semaine de sensibilisation. On nous a dit non. C'est ça. Mais bon, voilà, ça va passer, cette chose-là va passer. Oui, espérons. Mais en tout cas, c'est une super idée parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, ma gynéco a toujours 1 heure de retard. Donc, en 1 heure, on a le temps de lire une bonne bande. Oui, oui. On avait imaginé quelque chose avec le titre et puis un petit extrait pour que les gens voient un peu le style de lecture parce qu'on a, voilà, on a des goûts différents. Et... Pardon, et voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'il va falloir qu'on aille se coucher quand même aussi. Donc, même si c'est très intéressant. L'écriture et la lecture et la photo et le théâtre, ce sont des soutiens précieux. S'informer, se sentir moins seul, sourire, merci à vous. Bonjour Audrey, comment gérez-vous les demandes du pédiatre sur les antécédents familiaux de votre enfant? Par exemple, au moment du vaccin ou si l'enfant présente des allergies, même de façon bénigne comme l'asthme. En tant que myope depuis la petite enfance, j'étais inquiète pour mon fils. En revanche, du coup, pas de souci pour le cancer du sein. Pour les adoptions, les parents ont accès au dossier médical de l'enfant et lui-même adulte a droit à ces informations. Alors, moi, enfin, en Espagne, il se trouve que on est en droit de demander ce qu'on appelle, je ne sais plus quel est le terme exact, mais un dépistage de 300 ou 500 maladies graves avant de transférer l'embryon. Donc moi, je l'ai demandé. Donc, je savais, par exemple, que toutes les maladies très graves, enfin, je ne vais pas les citer, on les connaît, hein, je savais que mon enfant ne pourrait pas être porteur de ces maladies génétiques. Après, la première fois que je l'ai emmené chez le pédiatre, j'ai dit la vérité, hein, c'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout ses antécédents médicaux. Et bon, voilà quoi. Enfin, bon, pour l'instant, là, je dois vous avouer qu'elle a la varicelle en ce moment. Mais jusque-là, en fait, elle est totalement. Bon, voilà, est-ce qu'elle sera myope? Est-ce qu'elle sera. J'en sais rien, en fait. Je ne sais pas. C'est sûr que c'est une question. Bon, voilà, hein, on fera au jour le jour. Mais en tout cas, je pense qu'avoir peur, c'est certainement pas un remède. Moi, j'ai pas peur. Voilà. S'il y a des choses qui arrivent, eh ben, on gérera. Merci Audrey. Sylvain, dans ces parcours que tu as suivis, le couple, ça passe ou ça casse? Est-ce que c'est arrivé? C'est trois petits points. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Écoutez, je touche du bois. Jusqu'à maintenant, les couples que j'ai accompagnés tiennent toujours. Et j'ai d'ailleurs entendu des choses en termes de communication du couple. J'ai assisté à des entretiens avec la journaliste Léonore avec qui je collabore. Et il m'est arrivé d'entendre des choses qui m'ont profondément marqué. Même encore maintenant, rien que d'y penser, je suis... enfin voilà,
quelquefois le couple est tellement repoussé dans ses retranchements en fait que on se dit des choses vraiment très profondes. Donc bon, pour répondre à la question, non, et tant mieux. Merci Sylvain. J'ai écouté le podcast d'Audrey avec Clémentine chez Bliss Stories. C'était bizarre d'en parler à l'oral après avoir tout couché sur le papier. Non, c'est une question ou c'est une Ouais, c'est une question, ouais. D'accord. Désolée. Non, c'était même un moment très sympathique. Elle est très sympa, Clémentine de Bliss Stories. Je la connaissais pas du tout avant, mais non, ça a duré longtemps. D'ailleurs, le podcast dure 2 heures. Donc non, si ça avait été désagréable, je serais partie. Non, c'était pas du tout. C'était plutôt sympa et j'ai reçu beaucoup de témoignages de femmes via les réseaux sociaux suite à ce podcast. Énormément. Et beaucoup de femmes qui n'ont pas du tout mon profil d'ailleurs et qui m'ont écrit pour me dire, pour me remercier, donc c'était plutôt très gentil, et pour me dire qu'elles avaient leur sœur, leur cousine, leur meilleure amie, etc., qui approchaient la quarantaine et qui étaient célibataires, qui se posaient des questions et qu'elles allaient leur conseiller le podcast et peut-être le livre. Voilà. Moi, j'ai une question pour peut-être plus Marion et Florence, parce que je me demandais comment vos livres sont reçus par les médias. Est-ce que vous avez des tribunes possibles à la radio, à la télévision? Ou est-ce que vous trouvez que c'est difficile de faire exister ce sujet? Peut-être aussi même pour Nicolas, puisque voilà, le théâtre, c'est... Est-ce que vous avez l'impression que vos livres ou votre pièce manque de visibilité à cause du sujet, ou parce que y a tellement de pièces de théâtre ou tellement de livres qui sortent que c'est difficile de faire émerger la pièce ou le livre au milieu des autres? Alors là, je pense que c'est pour tous les auteurs pareil. En ce moment, c'est un petit peu compliqué puisque la médiatisation est, on va dire, concentrée sur le Covid. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de place sur tous les autres sujets, malheureusement. Et puis, il y a aussi un contexte qui est compliqué, c'est que quand on sort un livre, le premier vecteur de médiatisation, ça reste les libraires, les librairies qui vont mettre en avant notamment les nouveautés. Donc là, ça dure quelques semaines, voire quelques mois. Donc, c'est un moment à ne pas louper dans le coche. Et c'est vrai que forcément, avec ce qui se passe à les fermetures pour les libraires, c'est aussi compliqué. Donc, on manque de visibilité par rapport à ce média-là, à ce réseau de distribution qui, normalement, est le premier réseau. Pour ma part, au niveau de Je serai maman, la visibilité, elle est gagnée énormément. Je ne m'attendais pas à ça sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire et de bouche à oreille. Les personnes qui le lisent j'ai des retours aussi, des messages, mais qui sont juste incroyables, extrêmement touchants, de remerciements. Et en fait, les personnes sont tellement convaincues qu'elles vont en parler autour d'elles et carrément publier sur leurs réseaux sociaux des chroniques littéraires qui sont juste magnifiques. Et donc, j'ai énormément, il y a beaucoup de lecteurs qui connaissent ce livre grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est un très bon point. Par contre, effectivement, au niveau de la presse, on sollicite. Donc moi, j'ai eu la chance de faire de la télé déjà pour Je serai maman, une petite télé dans le sud. Et aussi des émissions de radio. Et c'est vrai que les personnes quand elles prennent le temps de lire le livre, moi, j'ai tout de suite réussi à décrocher des interviews. Mais le plus compliqué, c'est de réussir à ce qu'elles prennent connaissance du livre. Voilà. Et ça, c'est vrai quand on n'est pas un grand auteur, que ça soit sur un sujet comme l'infertilité ou autre, ça reste délicat, mais je ne pense pas que ça soit lié au sujet, à la thématique, mais plus au contexte actuel et au fait peut-être qu'on n'est pas encore un auteur connu, vraiment avec des lettres de noblesse. Donc, du coup, il y a peut-être moins d'intérêt. Voilà. Sylvain, Nicolas ou Marion, je ne sais pas. Oui, alors je suis d'accord à la fois avec ce que dit Florence sur le fait un livre sur l'infertilité, une pièce de théâtre sur l'infertilité, c'est-à-dire que ça fait partie des autres pièces de théâtre, tout comme un livre sur l'infertilité fait partie des autres livres. Donc en fait, il y a je ne sais plus combien de centaines, voire des milliers de spectacles qui sortent tous les ans.
Enfin le mien en plus, il est relayé sur tous les canaux classiques, notamment sur Billet Réduc, et tous les jours en fait, il y a des réservations, il y a une espèce de montée-descente entre toutes les pièces qui existent à Paris. À l'inverse, je dirais par contre, contrairement à des livres, je pense que au théâtre, c'est pas si souvent traité que ça, la thématique de la PMA, et encore moins par un homme. Ce qui n'était pas la construction de la chose à la base. On ne s'est pas dit, tiens, en termes de marketing, on fait ce sujet, en plus c'est un homme, c'est bien, mais le hasard fait que c'est un solo que je porte. Et un homme qui parle de la PMA, c'est plus rare, et au théâtre encore plus. Donc j'espère pouvoir justement sortir un petit peu de la masse du théâtre global pour que ce spectacle ait une longue vie. Et donc c'est un peu différent. À la fois sortir de la multitude dans tout ce qui est pièces de théâtre. Mais par contre, le sujet, pour le coup, je pense, est plutôt une opportunité par rapport à des thèmes classiques du théâtre, théâtre de boulevard ou autre, où on a un petit peu toujours les mêmes sujets. Là, je pense que la PMA, c'est assez peu traité. On essaye aussi, je rebondis sur ce que vous dites, la plupart aussi, on essaie de le porter avec humour. Le but du jeu, voilà, ce spectacle, c'est pas... C'est un seul en scène, enfin humoristique entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une comédie, mais c'est pas que du rire pur non plus, mais on essaye de le traiter pareil, de manière bienveillante et humoristique pour que peut-être à la fois les gens concernés et aussi les gens pas concernés puissent passer un bon moment et s'informer, et notamment pour des couples plus jeunes. J'avais eu l'occasion de le dire déjà, mais on parle de l'âge. Alors peut-être nous, en tant qu'hommes, on est un peu moins assujettis parfois, mais de toute façon, pour homme ou femme, l'âge, ça compte, et c'est pour ça aussi qu'on se dit, ça peut aider, et si on a des personnes plus jeunes qui viennent voir le spectacle, ça les sensibilise au fait qu'il faut se poser des questions et faire des choix avant certains âges, et en solo, en couple ou pas, mais en tout cas dans toutes les situations. Et Marion, tu voulais dire quelque chose sur ce sujet? Oui, non, je suis assez d'accord avec mes collègues, hein. Moi, je suis un bébé auteur, je débute, donc c'est sûr que je suis connue de nulle part. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire le chemin un peu à l'envers. C'est les réseaux sociaux qui ont fait connaître, qui m'ont fait créer le projet du kit. Donc, mais il a eu sa petite vie déjà sur les réseaux, et moi, j'ai du mal encore à croire au retour que j'ai. Enfin, j'ai tous les jours des messages de la communauté, et je trouve ça super parce que finalement, ce livre, c'est un peu un hybride. Pour l'instant, il n'y a pas de livre qui existe sous ce format-là. Donc voilà, moi pour l'instant, je compte beaucoup sur le bouche à oreille. Et après, si quelqu'un veut m'inviter à la télé, j'étais très inquiète pour ce soir, mais je dis pas non. On a failli diffuser en direct sur toutes les télés internationales, mais on n'a pas réussi à se connecter tout à l'heure. Tu as bien vu? Alors, je ne sais pas si Sylvain ou Marie, vous voulez dire quelque chose par rapport à ce sujet-là. Enfin, je pense que vous êtes sur deux créneaux complètement différents. Marie, toi, dans la revue 21, c'est quand même très... La revue, c'est vrai, m'a pas mal soutenue pour cette envie d'en faire un album. Ce sera l'un des premiers albums de bande dessinée que la revue va publier en indépendant. Donc c'est plutôt flatteur déjà, on sent la vraie envie. Et après, voilà, moi je compatis avec les autres, avec la fermeture des librairies. Voilà, c'est dommageable pour une sortie de livre, ça c'est sûr. Moi c'est prévu pour février, on va voir quoi. Mais c'est vrai que là, par exemple, j'en suis à faire la couverture. Ça a un lien parce que du coup, c'est la manière dont on va vendre le livre. C'est le premier truc qu'on voit en librairie. Et l'éditrice, donc ça s'appelle Un bébé si je peux. Et elle voulait mettre en sous-titre Voyage en infertilité. Et là, elle hésite parce qu'elle dit infertilité, c'est pas fun quand même, ça donne pas envie. Donc, du coup, on est un peu dans ce genre de questionnement de se dire est-ce que il faut déjà que la personne le prenne en main et après se dise ah ça traite d'infertilité. Enfin, donc oui, ça fait peur l'infertilité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, arriver à vendre que ça va être fun et drôle et instructif et touchant, que c'est vrai que c'est un challenge, hein, je pense. Et Sylvain, pour les photos, c'est encore autre chose. Alors moi,
Moi, j'y arrive pas en fait. Ça a fait, je sais pas, ça fait plus de 2 ans que je présente le sujet. On a fait une vingtaine de rédacs. Tout le monde nous félicite. Et puis derrière, il n'y a pas de publication. Alors, il y a plusieurs raisons, hein, plus ou moins bonnes. Je pense que vraiment, enfin, en tout cas, pour ce qui est d'illustrer le sujet avec des photos, il y a encore, je sais pas, doit y avoir un souci quelque part. J'ai des difficultés à l'expliquer. Je sais par exemple que dans certaines rédacs, il suffit qu'il y ait une personne dans la réunion de publication qui va être contre, enfin, qui sera contre la PMA, il va bloquer en fait la publication. Et ça, c'est terrible parce que moi aujourd'hui, alors je suis toujours optimiste, hein, je continue mon travail. Là, je veux continuer avec un couple de lesbiennes. Enfin, j'ai été à Copenhague il n'y a pas longtemps. Donc, je veux dire, ce sujet, niveau rentabilité, c'est juste un calcul qu'il ne faut pas que je fasse, quoi, parce que enfin, c'est juste n'importe quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Enfin, si, ça a du sens, mais pas un sens au sens premier du terme. Qui fait chauffer la marmite. Et moi, je reste optimiste. Je me dis que c'est pas grave. En photo, c'est un sujet qui, quand je l'ai présenté, alors tout à l'heure, on parlait de 21 et c'est très bien. Lorsque je l'ai présenté chez 6 mois, la rédac chef photo à l'époque, elle me dit, mais Sylvain, tu vas pas y arriver, tu vas photographier l'absence. Je dis oui, mais je vais te montrer des images, tu verras, on en reparlera. Bon. Et donc, bon, pour l'instant, ça passe pas, mais ça va finir par passer et de manière ambitieuse. Enfin, j'ai pas de doute. Mais donc, je reste patient, je suis patient et puis bon, ça finira par venir. Mais enfin, en tout cas, pour moi, en photo, c'est compliqué. Bon, alors, il est 22h33. On finit les deux petites questions qui restent. Je ne sais pas si c'est des questions, Mélanie. Et Alors, puis il y en après, a une, on c'est dira pas au une revoir. question, mais après, oui, c'est une question. Merci aux auteurs via vos différents supports de rendre visible la PMA et l'infertilité, ce qui contribue à changer le regard de la société. De plus, la vulgarisation que vous réalisez nous aide vraiment à trouver des mots pour en parler autour de nous. Ça, c'est juste ça. Après, il y a une question pour Audrey, car je m'interroge moi-même sur un projet de monoparentalité. Ma question, à quel moment avez-vous su que vous alliez vous lancer dans un projet de maman solo? Avez-vous eu un déclic? À ce moment-là, avez-vous ressenti de la joie ou de l'envie où vous vous lancez qui vous permettent de passer outre le deuil de faire ce projet avec avec un conjoint? En effet, je sens que je n'ai plus le choix et je dois me lancer en solo si je souhaite être maman un jour. Je suis célibataire, j'ai 40 ans, mais j'ai peur que cette sage décision me rende également triste. Merci beaucoup, Marie. Après, j'ai envie de dire, lisez le livre d'Audrey. Ouais, voilà. Non, mais c'est difficile parce que je n'ai pas non plus envie de dire achetez mon livre, lisez mon livre et vous allez voir toute l'histoire. En gros, le déclic est venu parce que je me suis fait larguer. Donc, j'avais plus le choix, j'avais 40 ans. Et le déclic est venu précisément à un feu rouge sur mon scooter. Voilà, d'un seul coup, ça a été une évidence. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'attends? Enfin, pourquoi j'attends? Enfin, c'est ridicule. Et surtout, pourquoi je mets mon bonheur, entre guillemets, dans les mains de quelqu'un, à savoir un homme, qui, lui, n'a rien demandé. En l'occurrence, cet homme-là avait déjà des enfants. Et lui, voilà, il n'a pas demandé à avoir d'autres enfants, quoi. Il a demandé à être avec moi, mais bon, voilà. Et c'était le truc qui coinçait depuis le début. Donc, ce que j'ai envie de dire à la personne qui pose cette question, c'est est-ce que ça va la rendre triste? Ça, j'en sais rien, mais il faut peut-être qu'elle se pose la question dans l'autre sens. C'est-à-dire, est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfant ne va pas la rendre plus triste? Voilà. Enfin, moi, je l'ai twisté dans ma tête beaucoup, hein, la question. Hein. C'est pas... Je pense que personne ne rêve de la monomaternité à 18 ans. Hein. C'est un choix par défaut. Il
voilà, faut l'avouer. Après, moi, je pense que c'est pas parce qu'on fait un choix de monomaternité qu'on reste seul toute sa vie. Voilà, ça c'est aussi généralement une espèce de mythe, c'est-à-dire on fait un enfant en solo, donc on va forcément rester seul et l'enfant va être tout seul avec sa maman et ça va être terrible, etc. Moi, c'est pas du tout mon cas aujourd'hui, hein. Pas du tout. Je suis jamais seule. Enfin, je veux dire, je suis pas seule dans ma vie au quotidien. Bon, là, c'est le confinement, donc je suis plus seule. Mais je veux dire, je suis très entourée. Ma fille est très entourée. Et puis j'ai une vie sociale et une vie sentimentale. Donc, voilà, c'est pas parce... En fait, tout se joue. À un moment donné, on peut plus reculer. On sait que si on attend encore 2 ans, 3 ans, là, pour le coup, c'est fini, quoi. Et la question, c'est est-ce que on va pas être plus triste de s'asseoir sur la maternité pour de bon? Voilà, moi j'avais ma réponse. Et puis maintenant, moi, ma deuxième question, c'est est-ce que je serais pas triste de ne pas avoir de deuxième enfant? Donc, en fait, c'est sans fin, hein. Donc voilà. Donc j'ai l'intention d'en avoir un deuxième. Tout ça pour dire que tout ça peut que, enfin, c'est sans fin. Mais je pense que à chaque configuration, c'est problématique, hein. J'imagine que quand on est en couple, de façon extrêmement conventionnelle, on a aussi des questions. On se dit, mais si je fais ce choix-là, est-ce que ça va pas me rendre triste? Bon, voilà. Bah oui, oui, oui. Est-ce que parmi les invités présents, vous voulez rajouter quelque chose ou vous voulez... Attends, juste une dernière question par rapport à ta question par rapport à la société. Les gens, ils demandent, hormis Amazon, s'ils peuvent avoir votre livre hormis Amazon. Oui, je pense que c'est une librairie, hein. Les livres, les livres au pluriel? Oui, oui, oui. Alors, moi, j'habite Paris. Il y a quasiment toutes les librairies font du click and collect autour de chez moi. Donc, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de libraires qui se sont organisés pour pouvoir vendre à leur porte. Il y a 2 sites aussi. Deux sites. C'est un site qui vend des livres. Hein. C'est un site français qui vend des livres sur le net. 2 sites. DECITRE. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore, mais oui. Et puis il y a plusieurs sites aussi de regroupement de libraires sur Internet où en fait vous pouvez commander et ça passe par des libraires. Mais la plupart des librairies de quartier, l'idéal c'est de les faire travaillent en click and collect et il y en a beaucoup qui travaillent aussi par correspondance et il y a eu des aides gouvernementales où en fait les livraisons, si je dis pas de bêtises, mais la livraison est gratuite pour tout ce qui est livre. En fait, elle est prise en charge par l'État. Donc, si vous souhaitez commander un livre, donc voilà, de nous en tant qu'auteur ou n'importe quel livre, on va dire, vous pouvez, voilà, l'idéal c'est d'appeler votre libraire de quartier et je pense que la plupart proposent aussi une envoi par la poste où vous n'aurez pas à payer les frais de livraison. Pour le coup, moi, c'est pas le cas parce que c'est une toute petite édition. Mais pour mon roman, c'est le cas, mais pour le kit, pas du tout. Je vous montre un peu plus grand le truc. Il est disponible pour le coup chez la FNAC et sur la boutique en ligne de Kif.fr, qui est le plus gros distributeur du coup du Kif. En plus d'Amazon, voilà. Donc il y a 3 moyens pour moi. Il n'est pas encore en librairie parce qu'on n'a pas encore les moyens, mais dès qu'on peut, go, go, go. Ok. Donc les gens nous remercient. Est-ce qu'on se remercie nous-mêmes et on se dit au revoir Merci à toi d'avoir... Merci. Oui, merci vraiment de nous avoir invités. Merci. Oui, non, mais il faut donner de la visibilité aux gens qui écrivent, qui créent, qui font des photos, qui font du théâtre. Très important. Moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présent et d'avoir proposé toutes vos histoires et c'est super. Je vous remercie beaucoup. Merci Virginie. Merci Bam. Merci beaucoup. Virginie. Merci beaucoup. Et merci bravo, aussi à toutes les référentes qui accompagnent aussi sur le terrain. Voilà, un grand merci parce que Bam, il y a Mélanie ce soir, il y a toi, il y a aussi d'autres référentes et c'est énorme de pouvoir avoir une bonne information et se sentir soutenu dans ce parcours. Et on mettra... Et surtout, bravo pour l'organisation ce soir. C'était super bien organisé.
Merci Bon, beaucoup. on n'a pas réussi à diffuser. On voulait diffuser sur toutes les... J'ai enregistré. Ah, c'est bien. Donc, Mélanie a enregistré, donc on pourra diffuser la vidéo et on mettra les liens, aux liens De vos pour le théâtre, différents pour les comptes photos, réseaux pour les... sociaux, etc. Désolée, Nicolas, je ne savais pas pour ta page Facebook. Je sais que tu n'es pas sur Instagram. Oui, non, mais oui, la communication, il Ça- faut que je développe. Effectivement, faut que j'ai un Insta, mais pour l'instant, c'est Facebook. Sinon, Biréduc, Péremption, Biréduc, c'est à Paris. Donc, voilà, Ouais, ouais, ouais. Ok, mais on fera un article où on remettra tous ces Ouais. éléments-là dedans. gentil, Et puis, Merci si à des gens... chacun de vous de nous avoir fait confiance aussi. Ah oui. avec plaisir. Et si des gens ont envie de partager leur histoire avec Sylvain via des photos, et ben voilà, Sylvain aussi, on mettra le contact. Tout à fait. Merci, Bam. Merci En tout beaucoup. cas, moi je vais Merci. acheter vos livres, etc. Parce que je trouve que ça m'a donné super envie de lire les livres des autrices et d'aller voir évidemment la pièce de théâtre dès J'ai qu'on déjà aura lu, il est très déconfiné. bien. Et la promotion croisée. Tic, tic. Non, mais c'est Moi, vrai je que pourrais ça faire m'a la donné promotion de envie. chacun d'entre vous. Je Voilà, trouve que de voir Mélanie, les auteurs qui... Ouais, mais de voir les auteurs qui s'expriment, hein, je trouve que du coup, ça donne enfin, je trouve que c'est chouette, quoi. Et Enfin, pour moi, ça avoir m'a lu donné envie chacun de de lire vos vos livres. livres, Non, mais c'est vrai. et pour avoir lu chacun de vos livres, vos écritures différentes et votre façon différente d'amener les choses apportent vraiment une qualité d'information et de vision des choses qui est complètement différente. Vous avez toutes des différentes façons d'aborder les choses, c'est vraiment très intéressant. Donc franchement, les gens, allez-y. Bon, c'est cool. Bon, Merci beaucoup, en tout cas. Merci Moi beaucoup. Merci beaucoup. qui coupe. Bonne soirée. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Et au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Et Au aux revoir. spectateurs aussi, au revoir. Au revoir aux spectateurs, merci d'avoir été là. Merci. Merci d'avoir participé. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.